Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie, la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le pont romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heures de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface tes souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop lent, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Donne-moi les paroles. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, 16h43. On a 2 minutes d'avance, celle-là je vous les facture pas, c'est cadeau. J'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes plein badin. Voilà, on se retrouve, c'est jeudi bordel, ça commence à sentir l'apéro, le week-end, les cacahuètes et le pastoche. Donc ça régale, c'est que du bonheur les amis, demain c'est vendredi. Samedi, hop, pam pam pam, rugby, Nouvelle-Zélande-France, samedi matin, 9h, on est là sur le canal. Donc ça régale les amis, je suis plein de gas, aujourd'hui je vais pas vous mentir, en forme, et il y a plein de sujets. Restez bien là pour ce Juste Bistrot,
qui va montrer les biscottos. On va parler Parlement européen, motion de censure. On va parler Brigitte Macron, l'info qui est tombée aujourd'hui dans le volet justice. On va parler perquisition au siège du RN. On va parler France Télévisions. On va parler Le Banquet. J'ai plein de trucs, mais j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs à vous montrer, c'est complètement dingo les amis. Une belle émission qui nous attend, une belle émission, peut-être qu'on fera le banquet demain parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Tout ça sur fond d'hypnocratie. Tout ça sur fond d'hypnocratie les amis, parce que dans les gros sujets d'actualité, vraiment on va essayer de réfléchir ensemble parce que, et je vais être très clair avec vous, on va parler d'actualité, il y a des sujets, je sais pas quoi vous dire. Voilà, enfin, je sais pas quoi penser. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, il y a des trucs, je sais pas quoi penser. Donc je vais vous soumettre un peu cette absence de réflexion par moment, et c'est précisément ce que je trouve intéressant. Donc on en parlera, c'est tout le menu aujourd'hui, les amis en direct sur Twitch, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter. On y va plein gaz, vous le savez, c'est le rendez-vous sur Twitch en premier lieu. Priorité à Twitch, je ne réponds qu'au chat de Twitch. Et sur TikTok, vous mettez les cœurs, vous tapotez. Sur Twitch, vous vous abonnez, tout le monde s'abonne, on n'en peut plus. On fait péter les scores. Demain, je suis influenceuse, j'ai des gros nibards. Voilà, ça c'est réglé. Les amis, Pascal64BTZ qui nous dit « Tu fais une émission demain soir, tu en parleras ». Alors oui, je fais une émission demain soir. J'en parlerai de quoi, cher ami demain, je peux déjà vous dire dans le Juste Bistrot, on va parler d'Omar Sy. Voilà. Je suis organisé en ce moment au poil de cul. J'ai des sujets qui sont prêts au moins 2 jours à l'avance. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Donc demain, on parle Omar Sy et on va parler comédie française. Ah, je vous ai dit que j'avais envie de faire des trucs légers. Demain, je vais vous parler de mes comédies françaises préférées. Il y en a 5. Vous allez voir, ça va être complètement dingue. C'est les cahiers du cinéma demain. C'est les cahiers de brouillon du cinéma demain. Très exactement. Donc voilà les amis, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes au taquet, que vous êtes en forme. Dites-moi un peu là, qui fait quoi par chez vous là? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il y a du soleil? C'est moyennasse à Lausanne. C'est moyennasse. Là où j'habite, c'est moyennasse. On a envie d'aller s'enclumer en terrasse à l'apéro, mais il fait pas ouf. La météo à Lausanne en ce moment, c'est Roselyne Bachelot quand elle avait 40 ans. Bon. Tu passes une belle après-midi, mais tu te projettes pas dans la vie, tu vois. Et quand tu vois aujourd'hui, tu te dis, bon, peut-être pas une erreur non plus. Je remercie, je remonte le chat avant d'oublier. Merci à mon Babcom5 que j'embrasse qui vient de subprime. 37e mois, mon camarade. J'espère que tu vas bien, mon Babcom. Fidèle parmi les fidèles. Oh, c'est fou. C'est fou. Stratus 13 qui dit, moi je fais comme tout le sud, la sieste. Eh oui, pardi, évidemment. Éclat 15, il fait lourd du côté du Québec. La pluie s'en vient et la chaleur avec. Ça, c'est beau, putain. C'est beau comme du... La pluie s'en vient et la chaleur avec. Il aurait pu écrire ça. Dans Pastis Mentalo, il aurait pu écrire ça. Et mon Babcom 5 qui nous dit depuis Let It Be, c'est vrai, mais c'est même plus un ancien, c'est un apôtre. Je crois qu'on peut le dire, c'est un apôtre. Mon cher Babcom 5. Bayard 92, salut Rémi et les zinzins, PSG énorme face au Real Madrid. J'ai pas vu le match, mais c'est vrai que 4-0, PSG 4, Real Madrid 0. Mbappé, j'ai même plus envie d'en parler parce que j'ai l'impression de tirer sur l'ambulance. Franchement, vous savez que je peux pas le blairer, vous savez que je trouve que c'est une pompe à vélo, mais là c'est rude en ce moment. Franchement, il lui manque plus qu'il ait des règles douloureuses et on n'y arrive plus. Vraiment, c'est terrible. Terrible. Zabou 1961 qui nous dit aujourd'hui tribunal de Paris délibéré de l'affaire Trogneux contre Natacha Ray. On va en parler dans quelques minutes, vous inquiétez pas. C'est que du bonheur. Salut à Valet de Cœur 33 qui déboule, il est dans le secteur. Bon bah voilà, il est en forme le gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il régale. Merci qui dit pastis plus menthe, perroquet. Eh oui, ça c'est mes petits secrets de l'apéro. Eh oui. Perroquet, c'est l'un de mes apéros préférés. Voilà. Il y a la bière en 1, la bière en 2, le vin blanc en 3 et en 4. Non. Perroquet en 3, le vin blanc en 4. Ah ouais, j'adore le perroquet là. Tac, sirop de menthe, pim pam, pastis, glace. On est impeccable et on se régale. Le chinois 76 qui nous dit d'ailleurs, Rémi, tu passes quand au Havre pour le spectacle? Ah, ça, c'est une bonne question. Et là, je te mets le programme qui s'affiche par là. Pour l'instant, le Havre, c'est pas prévu. On l'a pas sur 2025, par contre. Sur 2026, les amis, va falloir qu'on s'organise par rapport à ça. Attends, mais en fait, je suis pas au milieu. Quand je suis comme ça, je suis pas au milieu avec ma satanée caméra.
Voilà, ouais, mais attends, oh là là, oh la galère. Attends, si je me mets là, je suis au milieu là. Eh, c'est mes écrans. Qui a touché à mes écrans? Oh, oui, va falloir qu'on fasse quelque chose, les amis. Je pense pour 2026, on va essayer d'organiser un délire que je puisse en fait prendre, qu'on fasse des sondages, je sais pas comment on va se démerder, mais les endroits où on n'est pas allé et de savoir combien vous êtes. Parce que moi, nous, ça nous permettrait de trouver des salles dans les endroits où vous voulez que je vienne jouer le spectacle. Et on sait déjà qu'on a un ensemble de gens prêts à venir dans le secteur, tu vois. Pour le démarchage des salles, c'est plus facile. Et tu vois, ça nous permettrait d'aller n'importe où. En fait, même si c'est des petits coins, moi, vous me dites, c'est un bled de 2000 habitants, on est 60, 70, 100 zinzin, je déboule, tu vois. Parce que la tournée s'arrête fin 2026. Donc je peux vous dire que fin 2026, je vais jeter toutes mes dernières forces dans la bataille. Vraiment, on va tout donner. S'il faut aller dans des minuscules bleds, vous me dites on est 70, on est une petite centaine, je viens, on se régale. Et si vous me dites qu'il y a du sanglier à la broche, je viens, tu vois. Donc vraiment les amis, ça c'est un truc que j'ai à cœur sur 2026. On a des belles dates qui sont déjà posées. On va officialiser tout ça en septembre, à la rentrée. Mais l'objectif, c'est vraiment de venir dans tous les coins de France. Dès qu'on sait qu'on peut se régaler, on y va plein badin. Donc vous m'écrivez pour ceux qui veulent. Je vais vous donner mon adresse mail aussi bien sur TikTok que sur Twitch. De toute façon, c'est Rémi, R-E-M-Y, @juste-milieu.fr. Et on va essayer d'organiser ça, on va essayer de faire les choses comme il faut pour venir dans tous les coins pour se régaler. D'ailleurs, en parlant d'humour, on a une pensée émue vraiment pour Bunaimin. On a appris aujourd'hui, et ça c'est vrai que ça fait beaucoup de peine, Bunaimin, l'humoriste, qui est décédé. On a appris cet après-midi le décès de l'humoriste Bunaimin, et c'est vrai que ça met un coup, un type de à peine 40 ans, qui allait partir en plus en tournée, qui partait à Montréal aussi d'ailleurs. On a appris ça cet après-midi, mais j'aimais plutôt bien dans son registre. Puis d'ailleurs, qu'importe, on s'en fout d'aimer ou pas. C'est assez terrible, et ce que disent les médias en plus cet après-midi, c'est qu'apparemment ce serait une source accidentelle. Il aurait glissé, je sais pas quoi, en voulant ramasser son téléphone dans une gouttière ou je sais pas quoi, serait tombé du 8e étage. Un truc terrible, vraiment un truc terrible. Donc ouais, non, vraiment, voilà, décidément en ce moment, l'émission est dédiée à Bunaimin. On a une pensée pour lui, évidemment, tout son entourage et tout le monde du stand-up français, évidemment. Les amis, sans transition, dans le chat, on a un invité de marque. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir en ce moment, je vous le dis. C'est le Edouard qui est dans le chat. Et oui, bah oui, parce qu'il est déjà au Canada, en éclaireur. C'est comme à la Légion étrangère. Il va, il ratisse le terrain et après je déboule. Et il est déjà dans le secteur et il est dans le chat. Il a dit waouh, cet overlay. Ah, c'est lui qui l'a fait, donc évidemment. Ah, c'est un artisan. Il est meilleur en overlay qu'en ping-pong. En ping-pong, j'y mets des branlés. Et là, l'avantage, c'est comme il n'est pas dans le bureau, je peux dire absolument ce que je veux. Bah, parce qu'il n'y a pas la menace physique, tu vois. C'est ça, hein. Et voilà. Et là, il sait que je peux dire n'importe quoi à tout moment. J'ai des moyens de pression extraordinaires. Hein. Donc voilà. Il y a Ingrid Mannersman qui dit Edouard, tu viens en crash test. C'est un peu ça. Ouais, alors Edouard qui se répond sur le ping-pong, parce qu'on joue au ping-pong, t'entends, il dit tu vas manger à mon retour. Ouais, c'est vrai. Les deux dernières parties, il y a eu 3-0 et quoi, 3-1. Ouais. J'ai mangé tes larmes pour l'instant, mais c'est pas grave. Pas de bagarre à distance. Donc voilà un petit peu les amis sur ces infos-là. Donc, pour revenir sur le spectacle, les copains, 2026, on va vraiment jeter nos dernières forces dans la bataille avec un spectacle qui aura beaucoup évolué, qui aura changé pour ceux qui seront venus en 2024. On va refaire des villes. Les villes où ça a été d'une ambiance de folie. Je pense à Aix-en-Provence, je pense à Montpellier, je pense à Lille. Et le gros défi, en fait, ça va être de savoir sur comment on finit, quoi. Comment on finit, le nombre de gens qui seraient chauds, qui seraient zinzin. À Lille, par exemple, on a une salle, j'ai regardé, il y a moyen de trouver une salle de 400 places. Est-ce qu'on fait 400 places à Lille ? Et là, ça va être un projet complètement dingue. De finir en apothéose, toute la famille juste milieu qui se réunit, on y va plein badin, et on fait un truc de fou. On fait un truc de fou pour marquer le coup. Donc, on va s'organiser, les amis. On parlera un peu du plan de bataille en septembre, à la rentrée. Donc, les amis, los amigos, on va y aller parce qu'on a beaucoup d'actualités aujourd'hui. On a beaucoup de choses. On va faire les choses dans l'ordre. On va tout décortiquer, on va tout dépioter, comme disent
les anciens, on va tout dépioter. Et on va commencer avec le vote de la motion de censure contre Ursula von der Leyen au Parlement européen. Vous avez peut-être suivi ce dossier-là, c'était aujourd'hui. On a un élu d'extrême droite de je ne sais plus quel pays, en tout cas pays de l'UE, qui a déposé une motion de censure contre Ursula von der Leyen. On va pas refaire tout le dossier sur Ursula von der Leyen, hein, le savant mélange entre Al Capone et la Reine des Neiges. Avec des affaires de tarés, avec la fameuse histoire des SMS, hein, des négociations de vaccins, avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, en toute tranquillité, en toute détente. Bref, vous connaissez les dossiers sur Ursula von der Leyen. Et il y a eu cette motion de censure votée aujourd'hui au Parlement européen, avec des résultats intéressants. Et j'aime quand ça se passe comme ça, parce que je vais être dans le juste milieu. Vous allez voir. On a appris plusieurs choses. Alors déjà, vous avez donc un visuel qui a été partagé par les équipes de Sarah Knafo. Les petits points verts, c'est ceux qui ont voté pour la motion de censure. Les petits points rouges, ceux qui ont voté contre. Et les petits points, pas de petits points, c'est ceux qui n'étaient pas là, qui étaient absents. On salue le RN, qui ont tous voté pour, sauf Thierry Mariani qui était absent et Alexandre Varro. On salue l'équipe ECR, avec donc Nicolas B, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Laurence Trochu, qui ont tous voté pour. On salue Sarah Knafo, qui a voté pour cette motion de censure. Vous savez à quel point j'ai pu soulever certains dossiers sur Sarah Knafo. Là, on est dans le juste milieu. Il y a quelque chose de bien, donc il faut le saluer. Sinon, on est malhonnête, et c'est pas le genre de la maison. Donc bravo à Sarah Knafo. Par contre, on salue pas les autres. L'équipe donc des Républicains, de la droite, on salue pas du tout François-Xavier Bellamy, qui a voté contre la motion de censure, ou encore Nadine Morano. Hein. On a l'équipe Renew, bon, les macronistes, ça si tu veux, bon, il y a pas vraiment trop de surprises. Mais par contre, ceux à qui on a quand même envie de pisser au cul, pour paraphraser Eric Cantona, c'est la France insoumise. Hein. Manon Aubry, qui nous casse les pieds à longueur de journée avec des interventions à la con, à nous expliquer que le système, que machin, que bidule, elle n'a pas voté. Ils n'ont pas voté, la France insoumise. Ils n'étaient pas là, regarde. Manon Aubry, Damien Carême, Leïla Chaibi, Emma Fourreau, Rima Hassan, Marina Mesuret, Younous Omarji, Arash Saidi, Anthony Smith, ils étaient pas là. Dites donc, ça va beaucoup moins bien marcher. Ils étaient pas là. Oh non, ils étaient pas là. Parce que Manon Aubry, elle est trop occupée à nous défendre des histoires de fiac. Parce que tu vois, Manon Aubry, en ce moment, elle fait ça, tu vois. Hier, donc la veille du vote à l'Assemblée nationale, Manon Aubry, elle a fait une petite vidéo pour nous dire ça, regarde. Alors, on vous réserve une petite regarde. surprise. Vous le reconnaissez, je l'avais emmené à Budapest. Et maintenant, il faut que je trouve un moyen de le plier discrètement pour le mettre dans cette petite pochette agrafée. Pour tout aussi discrètement, vous réserver une petite surprise dans l'hémicycle. Voilà, tu vois, Manon Aubry, en fait, elle est occupée à ça. Elle est trop occupée à ça, en fait. Elle fait des vidéos à la con avec des drapeaux LGBT. Et puis, t'avais encore autre chose. Parce qu'elle était habillée en rouge. Regarde, je vais te montrer. On va aller sur le compte de Manon Aubry, c'est encore plus rigolo. Regarde, elle nous a expliqué ça. Je vous l'ai montré déjà hier, mais je le remets dans le doute. Elle s'est habillée en rouge. Regarde comme c'est bien. En rouge dans l'hémicycle au Parlement européen à Strasbourg contre le génocide à Gaza. Parce que toutes les lignes rouges ont été franchies et c'est la raison pour laquelle il y a une mobilisation avec un dress code en rouge aujourd'hui à 18h30 à Belleville à Paris. Malheureusement, je ne pourrais pas y être parce que je suis ici dans l'hémicycle et ici on se bat précisément pour que l'Union européenne arrête sa complicité avec le génocide, arrête de financer le gouvernement israélien avec l'accord d'association. Tu vois, donc Manon Aubry, gigantesque pompe à vélo parmi les pompes à vélo, Manon Aubry te dit ouais, en fait l'Union européenne c'est pas bien parce que ça ne fait rien contre le génocide à Gaza. Mais en fait, ouais, motion de censure contre von der Leyen, en fait je suis pas là parce que je dois m'épiler les genoux, tu vois.
Manon, comment te dire? Alors, que t'aies la dégaine d'un caniche en mal de toilettage. Bon, non mais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et tu vois, quand j'ai les babines comme ça qui se remuent, pourquoi pas? C'est que vraiment, je suis... Pourquoi pas? Quand j'ai la babine qui se remue, c'est que je suis humaniste. J'ai la babine humaniste, tu vois? Bon. Par contre, de prendre les gens pour des belettes à ce point-là, faut y aller doucement. Faut toujours se mouiller la nuque. Toujours, toujours, toujours. Parce que, c'est Louis XVI qui disait ça d'ailleurs. D'abord la nuque, après, croise les doigts. Donc Manon Aubry, si on résume la position, te dit, et Rima Hassan, te dit, ouais, l'Union Européenne, c'est une supercherie, ils font rien contre le génocide à Gaza, mais en fait, sur l'une des rares occasions démocratiques de critiquer publiquement le fonctionnement du Parlement européen notamment, et de pouvoir se positionner publiquement, ah ben elle est pas là. Elle est pas là parce que ils ont mangé mexicain le midi, sombre histoire de chiasse, enfin... Non mais bon, ça suffit quoi. Ça suffit. Et c'est là où je vous disais, les amis, au début de cette séquence, je vous disais, là je suis dans le juste milieu et ça me plaît comme exercice. Vous savez à quel point je peux pas blairer Sarah Knafo. On va être très clair. Vous savez à quel point, pour moi, c'est une supercherie démocratique qui prend les gens pour des cons sur la question des dépenses d'argent public. Je vais pas vous refaire le chapitre, les fidèles le savent. Bon, et ben là, Sarah Knafo, elle a voté pour. Elle s'est positionnée, et ben bravo. Et ben bravo. C'est ça, le juste milieu. Pointer du doigt quand il y a des choses négatives, quand il y a des choses positives, il faut le dire. Sinon, on est des pompes à vélo, et sinon, je serais partial. Je serais dans la subjectivité intellectuelle, et ce serait pas sérieux. Donc là, bravo Sarah Knafo, bravo le RN, bravo tous ceux qui ont voté pour la motion de censure. Par contre, la France Insoumise, on vous pisse au cul. Je suis désolé. En tout cas, les députés européens de la Force Tranquille... Ah, le lapsus. Pardon, les députés européens de la France Insoumise, eh ben on vous pisse au cul. D'où t'es absent? D'où t'es absent quand tu passes tes journées à critiquer le Parlement européen? Et je pense notamment à Rima Hassan. Autant j'ai pu louer, et je continuerai de le faire, louer son combat pour la Palestine, autant là, elle prend les gens pour des cons. Elle prend les gens pour des cons. Quand tu expliques que l'Union européenne, dans son fonctionnement, encourage, ou en tout cas ne lutte pas suffisamment contre le génocide en Palestine, t'as une occasion de te positionner et tu le fais pas. Bon, bah t'es pas crédible en fait. T'es pas crédible, donc t'es une pompe à vélo. Et là, je trouve que l'image de Rima Hassan prend un sacré coup dans la gueule. Et donc voilà, évidemment que cette motion de censure n'allait pas passer. Évidemment que c'est un positionnement qui coûte pas cher, parce que là je vous parle que des députés européens français, mais le vote a été, je crois que c'est 300 contre 150, 300 contre la motion, 150 pour, donc c'était couru d'avance, mais je trouve qu'il faut saluer ceux qui ont eu le courage de se positionner. Donc voilà, vraiment le Manon Aubry, mais je trouve que c'est... une gigantesque pompe à vélo, mais qui est insupportable, parce qu'à la limite, avoir des positions contradictoires, ne pas forcément assumer ses engagements, c'est une chose. Et ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, pourquoi pas, tu vois. Mais par contre, passer son temps à tenter de faire des coups médiatiques, des coups de buzz, comme la première cagole venue sur TikTok, au bout d'un moment, moi, c'est pas à titre individuel que ça me peine. Parce que je m'en fous, j'ai la France Insoumise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part quelques-uns que j'aime bien, j'en ai rien à branler, tu vois, pour le dire autrement. Mais c'est pour les électeurs de la France Insoumise eux-mêmes que ça me peine. Les gens, par exemple, qui prennent Rima Hassan au sérieux, parce que son combat doit l'être, mais qu'est-ce que tu penses quand tu apprécies Rima Hassan, que tu votes pour elle, que tu y crois, et que la meuf, elle a une occasion de se faire entendre au Parlement européen, et elle n'est pas là. Alors, il y a une précision dans le chat, il y a Manu Kochi qui me dit « Virginie Joron, chez Nexus, a dit que Aubry était là, mais a enlevé sa carte pour ne pas apparaître. » Alors peut-être qu'après, il y a les détails du film, ce qui est encore pire, je trouve. Parce qu'à la limite, t'es absent. Par contre, être là et juste ne pas voter, mais c'est golden pompe à vélo, 3 valves. C'est-à-dire tu peux gonfler des bagnoles, tu peux gonfler des nibards, tu peux tout gonfler. Donc non, la France Insoumise prend un énorme coup dans sa crédibilité.
Et est-ce qu'ils en avaient besoin? Je sais pas. Mais donc voilà pour ce vote au Parlement européen, les amis. Ce que je pouvais vous dire, très honnêtement, j'ai pas envie de faire de grands raisonnements, si ce n'est de vous dire que je trouve que bon, malheureusement, c'était couru d'avance, que évidemment que l'Union européenne est entrée dans un fonctionnement totalitaire, et que il faut quand même rappeler que ce qu'on a reproché à Ursula von der Leyen concernant ces négociations de vaccins par SMS, des SMS qui n'ont jamais été rendus publics. Donc on parle de plus d'1 milliard d'euros qui ont été négociés par SMS. Avec ça, moi tu vois, quand j'envoie des SMS à mon pote Pierrot, et je lui fais des blagues sur le zizi, parce que ça nous fait rire mutuellement, tu vois. Mais ces blagues ne coûtent pas 1 milliard d'euros. Ça coûte rien, parce qu'elles sont nulles d'ailleurs. Mais si tu veux, c'est quand même la politique par SMS, c'est pas rigolo. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Même dans une entreprise normale, d'ailleurs, vous seriez obligé de rendre des comptes à partir du moment où vous engagez les moyens de votre entreprise. Donc, l'Union européenne est entrée dans un fonctionnement totalitaire, dont Ursula von der Leyen est le visage le plus criant, le plus marquant. Et à partir de là, c'était couru d'avance, cette motion de censure. J'avais malheureusement que peu d'espoir là-dessus, donc je vais pas vous faire des grands raisonnements, si vous voulez. Je trouve ça courageux pour les partis qui ont voté pour la motion de censure, je trouve ça salutaire. Maintenant, on va pas commencer à faire l'hélicoptère avec Notzgeg. Je veux dire, bon, ils l'ont fait, c'est très bien. Maintenant, je vais pas commencer à vous dire que tous ceux qui ont voté pour, parmi les députés européens, français ou autres, c'est Jean Moulin, tu vois, bon. Faut mettre en perspective quelque chose qui a été couru d'avance et qui malheureusement n'allait pas vraiment changer le goût de la soupe. On peut saluer le groupe Meloni pour le coup en Italie qui lui a carrément voté contre, donc ça clarifie aussi certaines lignes. Alors il y a Bayard92 qui me dit Rémi, c'est pas 1 milliard, c'est 5 milliards. J'ai Olivier Marstrez qui dit je crois plutôt que c'est 35 milliards. Alors attends, on va vérifier, on va faire du fact-checking en direct parce que Olivier Marstrez, 35 milliards, c'est pas une mise aux enchères. Détends-toi quand même. Attends, regarde, SMS, von der Leyen, Bourla, milliards. Ça tu vois, c'est des recherches de l'internet. 1,8 milliard de doses. Alors ça c'est les doses, pas confondre. Pim pam poum. Attends, est-ce qu'on a le montant? Peut-être qu'on a au moins Yves Montand. Ah, c'est pas très drôle non plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi j'ai pas le montant en euros? Why I don't have the amount in euro? Je m'entraîne parce que je vais partir au Canada. Hein. Les taux. Alors attends, bon, Olivier Marstrez, il avait peut-être raison, tu vois. J'ai fait le malin. 2 rebondissements alors que Pfizer et l'UE sont en pleine renégociation de ce contrat de 35 milliards d'euros qui va obliger l'Europe à acheter 500 millions de doses supplémentaires du vaccin fabriqué par la firme américaine. Eh ben tu vois, mon Olivier Marstrez, toutes mes excuses. Ça m'avait complètement échappé le chiffre. T'as raison mon camarade. Bravo mon Olivier Marstrez, excuse-moi. Je t'ai pris pour une pompe à vélo, tu vois. Eh ben t'as le droit de, dans le chat, tout le monde dit Rémi pompe à vélo. Voilà. Humiliez-moi. Pissez-moi dessus maintenant. Non, je rigole. Non, mais tu vois, et voilà, c'est là que tu vois le fact-checking. Quand ça prend pas d'argent public, c'est pratique hein, de vérifier les infos, d'être prudent. C'est important. Hein. Et c'est vrai que 35 milliards d'euros par SMS, ça me rassure pas sur mes blagues de zigounette avec mon pote Pierrot. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc ouais, non, c'est fou. Hein. C'est fou. Donc voilà, les amis, sur ce dossier européen, ce premier volet de l'émission, les amis, los amigos calientes. Voilà. On y va, on continue sur... Alors ça c'est pour la blague. Ça vraiment, cette actualité, on s'en bat les reins, mais dans une dimension assez industrielle. Mais j'avais envie de vous parler de ça parce que ça me fait marrer. C'est une vidéo de BFM TV. Vous allez voir, moi je dis que on est quand même entré à une époque où on a une conscience des vrais problèmes. Et ça régale. Regarde ce que nous a dit BFM TV, regarde. Il présente sa première poupée diabétique. Mattel annonce avoir travaillé avec une organisation de recherche sur le diabète pour concevoir son nouveau modèle. Et cette nouvelle Barbie porte le même matériel médical qu'une personne diabétique de type 1. Ce petit cœur rose est un capteur de glucose qui mesure en continu le taux de sucre présent dans le sang. Ce boîtier rose est lui une pompe à insuline. Même sa tenue fait référence au diabète. Le bleu et le motif à poire rappellent les symboles mondiaux associés à la sensibilisation autour de la maladie. En France, Alizé Agier, championne du monde de karaté en 2014 et diabétique, a été choisie comme ambassadrice. Voir une Barbie avec les caractéristiques d'un diabète de type 1, c'est très important parce qu'on se sent représenté.
et compris, surtout quand on voit tous les détails qu'il y a sur la poupée Barbie. Pour des enfants qui ne présentent pas ce diabète de type 1, ça permet de comprendre, de se familiariser avec les dispositifs médicaux qu'ils peuvent voir chez leurs amis d'école. Mattel annonce également avoir donné ses poupées aux enfants de l'association française Aide aux jeunes diabétiques. Est-ce qu'elle peut faire tout ce que vous voulez qu'elle fasse? Oui. Si elle veut être astronaute, si elle Elle veut... va être docteur. C'est bien parce que ça permet de montrer que même avec le diabète de type 1 comme nous, comme toutes les trois... Elle peut faire beaucoup de choses. Exactement. En France, plus de 300 000 personnes vivent avec un diabète de type 1 et près de 30 000 enfants de moins de 14 ans sont touchés par cette maladie chronique. Le diabète de type 1 survient le plus souvent chez les enfants. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Je résume pour ceux qui n'ont pas compris ou pour les électeurs d'Anne Hidalgo. En fait, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de représentativité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Mattel ? Mattel, ils ont fait la première Barbie qui a du diabète de type 1. Alors moi, je demande. Et là, par contre, vous avez vu, j'ai froncé. J'ai froncé. Vive la France. C'est en responsabilité que je réclame, j'exige, je demande, au nom de la représentativité, au nom du besoin de chaque personne victime, de ces problèmes de micro-pénis. Oui, ce sujet mérite d'être sur la table. Ça prend pas beaucoup de place sur la table, mais il mérite de l'être. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a sur cette terre peut-être des milliers, des milliards, peut-être des centaines de milliards de gens qui sont frappés par ce syndrome du petit sgeg. Et j'entends par là ce problème, que dis-je, ce retour au fascisme, qui fait qu'aujourd'hui, aucune Barbie n'est munie d'un micro-pénis. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça enviable ? En 2025 ? Hein ? À l'heure où on peut sodomiser des mouettes en toute tranquillité, est-ce que c'est normal d'en être là ? Où est la Barbie micro-pénis ? Où est le Ken à règles douloureuses ? Je vous le demande. Gravité, gravitas, S-N. Voilà. S'il vous plaît, Mattel. Ah, je sors de mon rôle, mais tu vois, tu te dis, alors pour être sérieux, je fais le gag, parce que j'aime bien faire des gags. Vous connaissez la maison, j'aime bien essayer de faire des blagues. Mais si tu veux, c'est toujours pareil sur ce genre de sujet. On va essayer de réfléchir 2 secondes dessus quand même, les amis, pour que je puisse vous fournir quelques éléments de réflexion. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous serez d'accord ou pas, mais ce que je trouve assez formidable, et en fait, c'est déjà ce que je vous avais dit avec la sortie du film Barbie au cinéma. Vous allez voir le lien là tout de suite, tu dis tiens, il a pété les plombs, non, tu vas voir. Ce que je trouve formidable, c'est que de prime abord, c'est bien. Sur l'échelle morale, se dire qu'il y a des Barbies pour des petites filles qui ont le diabète, ou pour des petits garçons, excusez-moi, je ne suis pas d'extrême droite, je n'ai rien fait, attention, pour des enfants qui ont envie de jouer à la Barbie. Qu'il y ait une Barbie diabétique de type 1, sur le papier, qui va te dire c'est mauvais ? Quand on met en avant le côté représentativité, le fait que les petits-enfants puissent avoir une Barbie qui leur ressemble, après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, qui va se lever et dire c'est mal ? Si tu veux, c'est là où tout le danger réside dans la réflexion morale. Si on ne se place que dans une posture morale pour réfléchir à ce genre d'actualité, on est condamné à dire c'est bien. On est condamné à dire bah oui, évidemment, il y a les petits gamins un peu chers, ils ont le diabète de type 1, bon bah c'est cool s'il y a la Barbie de type 1. Sauf que ça, c'est la base même de l'escroquerie, selon moi. Et vous allez voir pourquoi. C'est que si on sort de la posture morale, de la posture purement morale, qui nous aveugle, parce qu'en vérité, on ne peut pas vivre dans notre monde en se contentant de c'est bien, c'est mal. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui deviennent contradictoires, et des choses qui ne tiennent pas. Ce que je trouve très intéressant, c'est de quitter la posture morale et de voir qui profite de cette nouvelle Barbie de type 1. Parce que la petite fille qui a le diabète de type 1, certes, elle a le diabète de type 1, mais elle n'a peut-être pas le pognon pour s'acheter la Barbie de diabète de type 1. Et donc, cette quête de représentativité, c'est d'abord une quête d'accessibilité à la Barbie. Et ça, bizarrement, Mattel ne le dit pas.
Parce qu'il y a peut-être des petits-enfants qui sont atteints par le diabète de type 1, qui voudraient avoir la Barbie de diabète de type 1 et qui n'ont pas le pognon pour acheter la Barbie de diabète de type 1. Et là, Mattel te dit pas, nous, on est tellement engagés dans la volonté que les gosses aient cette poupée pour se sentir mieux, que on va leur donner. On va envoyer des caisses, vu que c'est tellement nécessaire de fabriquer cette Barbie pour tous ces millions d'enfants qui ont besoin d'avoir la Barbie de diabète de type 1. Bizarrement, Mattel te dit pas on va les filer gratis. On va aller à minima dans les hôpitaux. La Barbie cancer ou la Barbie je ne sais quoi. Le sujet est lourd, j'en conviens. Mais Mattel s'engage. C'est bizarre en fait. L'inclusivité, l'accessibilité, la représentativité, l'égalité, c'est toujours sous condition de pognon. Donc on voit bien que le débat est biaisé. Il y a de la représentativité si tu as les moyens de l'acheter. Donc c'est un business. Et ce que fait Mattel, c'est du business avant tout. Je pense sincèrement que demain, je dis évidemment n'importe quoi, hein, on est d'accord, mais les États-Unis d'Amérique se convertissent au catholicisme le plus extrême, on aura Barbie prêtre, on aura Barbie sœur de couvent, on aura tout ça. C'est la grande force du capitalisme, d'user et d'abuser des idéologies dominantes pour se perpétuer en permanence. Et pour se cacher derrière des discours où ça n'est jamais le capitalisme que l'on juge, c'est toujours l'aspect moral du capitalisme. Et donc, à chaque fois, c'est génial, parce qu'à la fois, il est dans le sens du vent. Regarde, même Total, t'as vu, aujourd'hui, il s'appelle Total Énergie, et il y a du vert dans le logo. Non, ils ont sauvé 3-4 pandas, t'as vu, ils sont bien. Donc, petite réflexion là-dessus pour partir des Barbie diabète de type 2, les amis. Je le redis, sur le plan purement moral, c'est pas du tout pour les gosses. Les petits gosses, évidemment, ils veulent la Barbie, ils ont droit à la Barbie, c'est impeccable. Mais les petits gosses qui n'ont pas le pognon d'avoir la Barbie, eux, bizarrement, Mattel s'en bat les couilles, pour le dire autrement. Et c'est ça que je trouve à chaque fois scandaleux, c'est qu'on oublie que le capitalisme se moque complètement du consommateur derrière. Ce qui est intéressant, c'est les raisons pour lesquelles une personne va acheter votre produit. Alors, ça a l'air un petit peu con dit comme ça, c'est basique ce que je vous dis. Mais c'est juste pour ne pas oublier trop vite que souvent, quand des grandes marques comme Mattel, qui est un empire du jouet depuis plus de 40 ans, quand des grandes marques font de la vente en mettant d'abord des arguments moraux, généralement, ça sent pas bon. Tu vois, Nike qui va te dire think positive, be smart, be mes couilles, je sais pas quoi, soyez meilleurs, dépassez-vous, c'est super, on est trans mais on court vite, tu vois, bon, vous connaissez les slogans. Bizarrement, il n'y a pas le slogan on est ouïghour et on court pas super vite comme on est enchaîné, tu vois. C'est ce qui est marrant. C'est ce qui est marrant dans le capitalisme, c'est que les arguments moraux collent aux cibles de clients potentiels. Il n'y a pas d'arguments moraux hors des cibles de clients potentiels. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais insister. Pour ça qu'on part de cette histoire de Barbie, les amis. Mais je trouve que c'est une réflexion à avoir en tête. Après, vous en faites ce que vous voulez. Chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais de bien avoir en tête que le capitalisme qui use de certaines valeurs, c'est rarement sincère. Et vous ne m'avez pas attendu pour savoir ça, mais Barbie diabète de type 1, honnêtement, ça m'a fait penser à ça, et ça me fait marrer, ça me fait véritablement marrer. Et d'ailleurs, enfin bref, vous avez compris l'idée, je ne vais pas radoter. Tout ça, voilà, à partir de cette Barbie, c'est là où tu te rends compte qu'on est dans une émission d'une très grande qualité. Hein. T'as vu les réflexions? Là, je vois, il y a des gens sur Twitch, sur TikTok, qui déboulent, ils savent pas où ils ont foutu les pieds. Ils disent, mais mon Dieu, cet homme, déjà ce physique pas facile, parce que magnifique. Comment fait-il pour être aussi intelligent dans un corps d'hippopotame? Donc c'est là où je comprends que vous soyez subjugué. Attention, hein. Attention, hein. Mais voilà, faut s'habituer, vous inquiétez pas. N'hésitez pas d'ailleurs à tapoter l'écran sur TikTok, vous foutez les cœurs dans la gueule et on est bon. Y a mon Hervéro dans le chat qui dit ça ressemble plus à un coup de com' pour la marque en général. Ils vont pas en vendre beaucoup de cette Barbie diabète. Barbette, t'as dit, c'est marrant ça. Barbette Rochechouart, évidemment. Non, mais je pense que s'ils le font, après on rentre dans des calculs, si tu veux, financiers. S'ils le font, c'est que la Barbie, il y a un tel coût de revient aujourd'hui, avec un tel volume de vente, que tu rajoutes 2 accessoires à la con, t'imprimes une boîte différente. Je pense que pour le coup, le volume de vente, Barbie, il s'en fout. C'est un tel empire qu'ils peuvent décliner. Après, bon, là, c'est les calculs d'économie d'échelle, là, c'est les cours d'économie, finalement. Et là,
Là, par contre, on rentre dans un territoire où je suis une buse. Mais donc non, je pense que c'est même pas ça leur problème. C'est même pas ça leur problème. Donc voilà un petit peu les amis. Allez, vilain. Anarchisauride qui dit c'est sûr qu'il en faut du plastique pour la Barbie juste au milieu. Ça, c'est pas. Ouais, voilà. Ça, c'est grossophobe. Voilà. Il est trompe, étrange, j'ai des Ah, restes de fais-moi chair, les je malins, hein. m'interroge, 32 Ah, si je veux, j'arrête l'émission. Attention à la grossophobie. On est de gauche ensemble. Ah, attention. J'ai embrassé un flic entre nation et république. C'était le seul homme bien plus bourré que moi. Donc voilà. Hein. Donc voilà, hein, non, c'est vrai que bon voilà, hein, c'est comme ça, tu vois, c'est important. Alors, on va continuer parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses. En plus, il faut que je me tire vers 18h les copains. Donc voilà, on est sur du sprint. Sprint. On y va avec l'un des gros sujets du jour. Je sais que vous l'attendez, bande de gourmands. Voilà, je le savais. Vous êtes des gourmands de l'actualité. On va sur la relaxe de Natacha Ray et d'Amandine Roy dans le procès qui les opposait à Brigitte Macron. Ça y est, c'est tombé aujourd'hui. Relax prononcé. Je vais vous montrer deux réactions. Celle de l'avocat de Brigitte Macron, puis celle de l'avocat de Natacha Ray. Ensuite, on va en parler et je vous le dis tout de suite, vous êtes sur la seule chaîne de médias alternatifs où je n'ai pas d'avis construit. Je vais vous partager des réflexions parce que cette situation me met dans le flou. Au-delà de l'aspect très positif pour Natacha Ray et Amandine Roy qui enfin, on l'espère, s'il n'y a pas d'appel de machin de bidule, vont être lâchés par la justice française. Donc ça par contre, c'est une certitude et c'est positif et on les embrasse. Mais sinon, je ne sais pas quoi vous dire et on va discuter ensemble parce que j'ai quelques réflexions qui ne sont pas forcément dans l'ordre et j'ai besoin de vous pour discuter. Donc voilà, je vous le dis, je sais pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Hein, ceux qui sont venus en se disant « je veux entendre ça », vous êtes dans la merde, parce que j'ai aucune idée de ce que je pense sur ce sujet. D'abord, les réactions des avocats, et ensuite, mes réflexions. Je disais que la Cour a considéré que certains propos étaient diffamatoires, mais que les prévenus devaient bénéficier de l'excuse de bonne foi. Je vais voir avec mes clients ce que nous allons faire, mais bien évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ça. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec cette argumentation et cette décision. Merci. Voilà. Ça, c'est la réaction rapide de l'avocat de Brigitte Macron. Là, on a la réaction de Maître Danglehan. Oui, Danglehan, ça, je ne veux pas écorcher son nom. Alors, alors là, par contre, voilà, pourquoi il a le chapeau de capitaine Haddock, je ne sais pas. Il y a sûrement une explication, mais voilà sa réaction qui est un petit peu plus longue. On regarde le début. J'ai en main la décision du tribunal correctionnel de Paris qui avait, en violation de la loi, déclaré Natacha Ray coupable de diffamation pour servir la soupe aux consorts trogneux et trogneux. Natacha Ray, pourchassée, persécutée, condamnée, mais finalement Natacha Ray relaxée par la Cour d'appel de Paris, aujourd'hui est un jour historique pour la justice française. Cette victoire, c'est la victoire de Natacha Ray, mais c'est aussi et encore la victoire de la France éternelle sur les francards républicains qui se sont infiltrés au sein de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. En conséquence, la Cour d'appel de Paris a donc, par une décision historique du 10 juillet 2025, validé les travaux, les recherches, les analyses réalisées seules par Natacha Ray. Natacha Ray envisage aujourd'hui, réserve la possibilité de délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris contre Brigitte Trogneux, épousaille Macron, et contre Jean-Michel Trogneux sur l'infraction de
escroquerie au jugement en bande organisée. Mais ne serait-il pas temps, compte tenu des implications internationales de cette affaire lamentable, de mettre un terme définitif à cette affaire en procédant à une transaction entre les parties pour mettre un terme à ce combat de coq qui n'a que trop duré. D'autant plus que vous le savez, mon propre fils, Louis, âgé de 4 ans, fait l'objet, en marge de cette affaire, d'une séquestration institutionnelle depuis avril 2023. Voilà, donc Maître Dangléan, qui est l'avocat de Natacha Ray, donc a publié ça sur son compte officiel. C'est vrai que la prise de parole est originale, disons, mais on l'embrasse. Voilà, la fusion entre le général de Gaulle et Capitaine Haddock, qu'on n'a pas forcément compris, mais pourquoi pas? Je veux dire, après tout, pourquoi pas? Donc, les amis, au-delà de ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, je le redis, je sais pas trop quoi vous dire, mais on va y venir. La première chose, on va pas refaire tout le chapitre hein, sur l'affaire Brigitte Macron, on est d'accord, on va pas refaire toute l'histoire, vous savez ce que j'en pense, notamment les dernières péripéties avec l'histoire Candace Owens et compagnie qui a pas plus avancé la choucroute, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas le sujet. On le redit, le point positif pour moi, c'est d'abord, et on l'espère, que Natacha Ray et Amandine Roy notamment aient droit à un petit peu de tranquillité. Ça, c'est le point positif. On ne peut que s'en satisfaire, à mon avis. Ceci dit, je vous avoue que je suis un petit peu circonspect. Je suis un petit peu circonspect par les réactions que l'on voit depuis cet après-midi et qui valide une chose sur laquelle j'essaie de vous alerter depuis plusieurs semaines avec une vidéo, vous allez comprendre le lien. C'est que, au niveau des réactions, ce qui démontre que peut-être on se plante dans l'emballement, dans le commentaire hâtif, c'est que il y a 3 jours, quand on a appris le décès d'Olivier Marleix, beaucoup de gens, dans les sphères alternatives ou pas, on s'en fout, c'est même pas tant la question, ont vu dans la mort d'Olivier Marleix, dans le suicide d'Olivier Marleix, qui reste éminemment suspect, au vu de ses positions passées et compagnie, on est d'accord là-dessus, ont vu la marque du système. De dire, vous avez vu, le système peut éloigner ses opposants. Ben tu vois, aujourd'hui, dans ce genre de réaction hâtive, j'ai pas vu de gens qui disent « Ah ben voilà, le fait que Natacha Ray et Amandine Roy soient relaxées, c'est la marche du système. Ça y est, ils se retournent contre Macron. » Pour beaucoup, on va me dire « Ouais, mais ça n'a pas de sens, le système ne se retourne pas contre Macron. » En attendant, tout le monde ou presque pensait que Amandine Roy et Natacha Ray allaient être condamnées. Il y aura peut-être un appel, à faire à suivre, faut être prudent. Mais si vous voulez, je trouve que cette décision, d'une certaine manière, invalide ce qu'on pouvait dire sur le suicide d'Olivier Marleix. Parce que dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas plus de preuves, on n'a que des réactions hâtives, on a des opinions, des suspicions valides, évidemment. Mais je trouve que là, on a 2 décisions qui montrent bien que ce genre de narratif où on essaie d'aligner tous les événements pour valider ce qu'on pense déjà, ça se pète la gueule. Ça se pète la gueule. Et c'est impossible à penser. Et si vous voulez, la décision là sur Natacha Ray, pour ça je parle à voix haute, les amis, je réfléchis avec vous parce que je suis pas forcément au clair. Je suis pas forcément au clair avec ce que je vous dis. Donc, pour le coup, je mets beaucoup plus de pincettes par rapport à d'habitude. C'est vraiment de réfléchir avec vous à voix haute. Je vous expose un peu où j'en suis, les amis. Parce que je suis pas très serein sur mes appuis sur ça. C'est vraiment une réflexion à voix haute. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais je trouve que la décision de Natacha Ray, sur Natacha Ray, si on a envie à chaque fois de trouver un lien avec ce qu'on pense déjà sur le système, sur Macron, sur Bidule, cette réflexion, elle casse tout. Elle casse tout. C'est-à-dire que on aurait une opposante numéro 1 au système qui révèle des trucs très lourds sur la Macronie et pour l'instant qui est relaxée. Alors on verra, cassation, appel, machin, on verra. Mais tu vois, je suis circonspect, en fait. Je sais pas trop comment prendre ça,
Parce que, en ce moment, et c'est vrai que je peux comprendre ceux qui en ont un peu marre, que j'essaie de jouer un peu au plus malin, de vous dire, les amis, prudence, machin, bidule. Vous le savez, c'est ma ligne. Donc je comprends que parfois ça casse les pieds. Je comprends que certains disent, ouais, mais Rémi, tu te mouilles jamais, c'est machin, c'est relou, c'est bidule. Mais en même temps, quand on voit ce genre d'événement, ça ne peut que nous pousser à être prudents et à prendre du recul. Et je maintiens ce que je vous ai dit sur Olivier Marleix. Je veux dire, enfin, sérieusement, je pense qu'on ne peut pas, au-delà des questions de respect, machin, je vais pas revenir dessus, on l'a déjà dit, le fait de dire, c'est sûr, c'est un coup de Macron, évidemment que rien ne l'invalide à 100% cette théorie. Rien ne la valide à 100%. Mais c'est juste qu'on essaie de se rassurer avec des narratifs où, au fond, on sait très bien que ça n'a pas de sens. On sait très bien. Et on essaie de se rassurer avec des narratifs qui remplacent d'autres narratifs qu'on ne veut pas voir. Et c'est exactement ce que je vous avais dit il y a quelques semaines avec ce bouquin, rappelez-vous, appelé Hypnocratie, qui est que nos sociétés fonctionnent, notre système politique fonctionne, parce que nous sommes hypnotisés par des narratifs. Des narratifs qui se superposent, à la fois qui viennent du monde mainstream, si j'ose dire, et qui viennent aussi du monde alternatif. On est dans le commentaire permanent, sans preuve, sans recul, sans vigilance. Donc on superpose des narratifs aux narratifs. Ce qui fait qu'on se met tous dans un état d'hypnose. On se met tous dans un état où on voit bien que par moments, des événements ne peuvent pas être pensés ensemble. En début de semaine, on a dit, vous voyez bien, le système peut abattre tous les opposants. Et aujourd'hui, on a Natacha Ray qui est relaxée. Donc on voit bien que ça s'entrechoque, on voit bien que ça tient pas. Et pourtant, il y a des gens qui aujourd'hui pensent, j'en suis certain, il y a des gens qui vont vous dire Marleix c'est un coup du système, Natacha Ray c'est super, elle est relaxée. Sans penser que les deux discours ne vont pas ensemble. Si Macron avait définitivement glissé dans une démarche dictatoriale, on n'en est pas très loin, on est d'accord. Si Macron avait définitivement glissé là-dessus, pourquoi Natacha Ray n'est pas condamnée lourdement ? Alors après, c'est là où se créent les narratifs, on va commencer à faire des pas de côté. Oui, mais en fait, c'est peut-être pour montrer que justement Macron fait pas ce qu'il veut alors qu'il fait ce qu'il veut. Et tu vois, là, on tire des fils où on invente toujours plus de narratifs pour rester dans l'état d'hypnose. Et c'est ça qui me fait peur, les amis. C'est cet état d'hypnose où on perd toute lucidité, on s'en rend bien compte, mais c'est pas grave, mais tant pis. Tu vois, c'est comme avec Trump. On en parlait hier, les pro-Trump qui vont te dire, en fait, l'affaire Epstein, Trump, il est mouillé jusqu'au cou, mais peut-être que c'est un coup des Israéliens qui machin, qui bidule. Et c'est ça le fait, la construction des narratifs, c'est de tout faire pour rester dans l'état d'hypnose. Et c'est un truc qui m'embête. C'est un truc qui m'embête et la démarche dans laquelle je suis, les amis, c'est d'essayer de naviguer entre ces narratifs. D'accepter qu'on ne peut pas en sortir. Tout est narratif autour de nous. Tout. On parle, si vous regardez un match de foot, vous allez en discuter au bar avec 3 collègues, qui sont tous les 3 supporters du PSG, machin bidule, vous aurez 3 récits différents sur le foot. Vous aurez 3 narratifs différents. Tout ce qui nous entoure est fait de narratifs. Donc à partir de là, je pense que l'idée, la position qui me semble la plus saine, et en tout cas celle qui peut le plus nous aider au quotidien, c'est d'accepter le fait que nous ne pourrons pas sortir des narratifs, mais d'accepter qu'il faille naviguer entre ces narratifs. Et que parfois, certains se contredisent, eh ben, il faut être lucide sur les contradictions. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un lien en termes de narratif entre le suicide d'Olivier Marleix et la relaxe de Natacha Ray. On ne peut pas penser la surpuissance du système si on applaudit la relaxe de Natacha Ray. Ça ne va pas ensemble. Donc on voit bien que tout ça est extrêmement compliqué et que parfois on est dans l'incapacité de saisir ce qui se passe. On est dans l'incapacité de le comprendre. Parce que vouloir le comprendre à tout prix, pour moi c'est le plus gros danger. Vouloir comprendre ça à tout prix, c'est la plus grosse menace qu'il puisse avoir. C'est qu'en permanence, on va se leurrer et s'endormir. Donc moi voilà, c'est ce qui me fait peur, mais comme je vous dis là-dessus, c'est vraiment une réflexion à voix haute avec vous les amis, parce que je suis pas certain, moi-même j'arrive pas vraiment à penser les choses, donc je suis un peu l'incarnation de ce que je vous dis, c'est que j'arrive pas vraiment à penser la chose. Mais je préfère l'accepter, vous partager mon absence de conclusion, si vous voulez, plutôt que me contenter de vous dire d'aller vers des conclusions faciles qui mangent pas de pain, mais où au fond tout le monde voit bien que ça tient pas la route, quoi.
Merci à Dimcop pour le subprime 21e mois. Et Anarchy08 qui dit surtout qu'au final, ça ne sert à rien tout ce marasme médiatique, ça ne déstabilisera pas Macron. Bien au contraire, ça sert d'une part son narratif et au vu de sa sociopathie et de son égocentrisme, ça ne fait que le conforter, voire l'amuser. Bah, disons que si l'histoire du couple Macron faisait bouger les choses, on n'en serait pas là, quoi. Mais bon, c'est un autre débat, on va pas se relancer là-dedans, on en a déjà beaucoup parlé. Les amis, un autre sujet sur lequel je voulais revenir avec vous, de bien prendre le temps de revenir avec vous là-dessus, c'est un sujet important, et qui... je baille. Tu vois, je baille. Un autre sujet très important, on va parler des perquisitions du Rassemblement national. Et là encore, je trouve que ça nous permet d'avoir des réflexions intéressantes sur le système. Et là encore, des réflexions qui nous poussent à penser contre nous-mêmes. Vous allez voir, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. N'hésitez pas, hein, vous les amis, vous êtes très nombreux déjà. Vous pouvez envoyer les cœurs sur TikTok, faites péter les compteurs. Hier, on était plus de 150 à un moment donné. Faites monter le live juste milieu de partout, même sur Twitch. Abonnez-vous, faites les subs, faites les machins. On sait, c'est les formulations d'usage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on veut que l'émission grandisse, bah c'est grâce à vous, hein. Si vous nous donnez de la force ou pas, hein. Si vous estimez que ça doit être poussé ou pas. Donc allez-y, plein badin les copains, lâchez les cœurs, tout ce que vous voulez, les abonnements, et ça régale. Alors, perquisition au siège du Rassemblement national, c'était hier, le 9 juillet, au moment où je vous parle. On va revenir là-dessus en détail parce que, là encore, je pense que ça permet de faire émerger des réflexions intéressantes sur lesquelles je voulais revenir avec vous, les copains. Les faits, le contexte, que vous ayez tout entre les mains. Le 9 juillet 2005, donc hier au moment où je vous parle, il y a eu des perquisitions au siège du RN, mais pas que, dans des domiciles de certains politiciens et dans des bureaux de sociétés liées. Cette enquête se fait concernant des soupçons de financement illicite des campagnes 2022 présidentielles et législatives et de la campagne européenne de 2024. Une vingtaine de policiers ont été mobilisés, 2 juges d'instruction. L'objectif de cette enquête était d'examiner des prêts accordés par des particuliers aux partis, des prêts qui seraient potentiellement illégaux. On parle également de possibles surfacturations ou facturations fictives pour obtenir des remboursements de l'État. Donc ça, c'est le contexte factuel. Après, voilà, faites ce que vous voulez. On va y venir sur c'est bien, c'est pas bien, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On va y venir. Pour l'instant, putain, pourquoi je me baille? Oh, j'ai l'impression d'être devant un discours de Marine Tondelier, je me fais chier. Oh. Alors je me fais pas chier, je me régale. Pourquoi je baille? Mon corps baille, je suis en pleine forme, c'est n'importe quoi. Pour l'instant, aucune mise en examen n'a été prononcée. Pour l'instant. Alors, au niveau de l'analyse, de ce que je peux vous dire en l'état actuel, les amis, et après on viendra sur des éléments qui nous amènent à penser contre nous-mêmes et que je trouve plutôt intéressants. Au niveau de l'analyse, ce qu'il faut reconnaître, à mon avis, pour le RN, dans le sens du RN. Là encore, on est chez Juste Milieu. Vous savez que je peux leur en mettre dans la gueule, mais là, il faut le reconnaître franchement. Ce qu'il faut reconnaître pour le RN, c'est qu'ils sont dans une situation délicate. Leur image d'extrême droite, où tout est fait pour dissuader d'éventuels prêteurs au niveau bancaire, fait que le RN ne trouve pas de banque pour lui prêter du pognon en France. Ça, c'est une réalité de terrain. Et ils sont bien obligés de se financer. Même s'il y a le pognon des législatives, ils sont bien obligés à un moment donné de se financer. Donc, le RN a trouvé la parade en allant voir des banques en Russie, ce qui lui a été lourdement reproché et ce qui l'est encore. Et le RN a recours à des prêts de particuliers, ce qui est une pratique légale. Il faut le rappeler, c'est tout à fait légal. La deuxième chose sur laquelle, pour moi, il faut vraiment insister pour mettre en avant ce qui pose problème pour le RN, c'est qu'il y a un effet dissuasif. Là, cette affaire de perquisition, je le redis, n'a pas eu lieu que dans les bureaux du RN. Ça a eu lieu dans les bureaux de sociétés de gens qui avaient prêté du pognon. Donc je peux vous dire que ceux qui se posaient la question de le faire, avec ce genre de perquisition, c'est dissuasif. Derrière, tu te poses la question, est-ce que je vais financer le parti à la flamme bleu, blanc, rouge, tu vois. Donc, c'est clairement, ces perquisitions ont un objectif politique, on va être très clair. Et aussi, il faut le rappeler, c'est un moyen de mettre la main sur les documents internes du parti. La perquisition dans les bureaux du Rassemblement national a fait qu'il y a je pense, des tonnes de documents qui ont été perquisitionnés. Donc ça, pour le coup, c'est hautement problématique et l'aspect politique de cette perquisition me semble clair. Par ailleurs, ça rappelle la perquisition dans les bureaux de la France Insoumise en 2018, si je dis pas de conneries.
La fameuse séquence Mélenchon, la République, c'est moi. Attendez, je vais vérifier pour pas vous dire de conneries. Il me semble que c'est 2018, mais j'ai un doute. Hop, je vérifie juste pour pas dire de bêtises. 2018, 17 octobre 2018, c'est ça. Donc, enfin non, septembre 2018. Non, oui, non, 17 octobre, oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, là-dessus, les amis, il faut le reconnaître pour le RN. Il faut être très clair. Aussi bien la perquisition chez la France Insoumise que la perquisition du RN, il y a un volet politique. Et sauf erreur, on en avait parlé il y a quelques temps de ça. Alors pas en 2018 pour le coup, mais il n'y a pas si longtemps. Et je vous avais dit, moi je trouve ça scandaleux, quel que soit le parti. Et c'est là qu'on voit la malhonnêteté, pour le coup, de la France Insoumise, parce que Marine Le Pen et certains cadres du Rassemblement National avaient réagi au moment de la perquisition chez la France Insoumise en disant que c'était politique et c'était scandaleux. Il y avait eu une forme de soutien. À ma connaissance, les membres de la France Insoumise n'ont pas fait ça dans l'autre sens. Donc c'est là où, déjà, il faut être prudent quand on regarde ce genre d'événement, il faut essayer de le regarder froidement. C'est pas une question de parti. C'est une question de système politique où aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui sont perquisitionnés à des fins politiques. Ça, c'est clair. Mais on y reviendra sur cet élément-là. Donc, voilà ce que je voulais reconnaître pour le RN de positif, à leur crédit, on va dire. Par contre, ce qu'il faut reconnaître aussi, pour le coup, sur le RN de manière négative, c'est que pour l'instant, alors l'enquête l'enquête liée à la perquisition d'hier, rien n'est certain. Donc il n'y a pas eu de décision judiciaire, il n'y a rien eu pour l'instant. Donc affaire à suivre. Mais par contre, sur l'enquête des assistants parlementaires, les faits sont avérés. Il y a eu des comportements illégaux. Donc le RN n'a pas rien fait. C'est aussi là, et c'était pareil chez la France Insoumise, donc on est chez Juste Milieu. Il y a des réactions des supporters de chaque parti politique qui te disent « c'est un scandale qu'on perquisitionne les partis, point ». Non, mais attendez, ils vous perquisitionnent pas pour rien. Parfois, c'est excessif, il y a un volet politique, je l'ai reconnu, on est d'accord, mais ils perquisitionnent pas pour rien. Faut pas non plus penser que les partis sont innocents. On peut remettre en cause les méthodes de perquisition, le fait que le pouvoir judiciaire mette les mains sur des documents internes, mais les perquisitions ne sont pas faites pour rien. On pourrait dire la même chose de Sarkozy. Sarkozy, quand il avait des affaires au cul, il y avait peu de gens qui venaient expliquer « c'est un scandale, on n'a pas à poursuivre des personnalités politiques ». À ce moment-là, personne ne se posait la question, parce que tout le monde sait que Sarkozy, il y est pour quelque chose. Mais ça, c'est un danger sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Donc, je pense qu'il faut quand même rappeler ça. C'est que le RN s'est aussi mis en position d'être perquisitionné. Il y a des motifs excessifs, il y a des raisons politiques, mais il y a aussi des raisons d'être perquisitionné. Faut pas non plus déconner. Faut pas mettre les choses à l'envers. Ensuite, il y a un point sur lequel il faut rebondir. Et là encore, autant j'insiste souvent en disant que oui, le RN pour moi fait partie du système, qu'ils ne font pas peur au système. Et j'ai déjà vu certaines personnes mettre des commentaires en disant si le RN ne faisait pas peur au système, pourquoi ce genre de perquisition ? Et je trouve que la réflexion est juste. La réflexion est juste, et là encore, j'ai pas le fin mot de l'histoire, j'ai pas la vérité officielle, donc je trouve ça très intéressant, et je trouve ça très pertinent. Mais si on se positionne sur cette réflexion-là, de dire, vous voyez bien que le RN fait peur au système parce qu'il y a une perquisition. Si on se positionne sur cet argument-là, ça rend la soumission du RN encore plus incompréhensible. Quand je parle de soumission du Rassemblement National, ces 3 dernières années, on a eu l'abstention concernant le vote au Parlement sur la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, ce qui est quand même une marque de soumission extraordinaire. On a eu l'opposition timide du RN sur la réforme des retraites. On a actuellement le refus du RN de voter la censure concernant le budget 2026 et les 40 milliards d'euros de coupes dans les dépenses prévues. Donc, on a un RN qui, d'un côté, semble faire peur au système parce qu'on le perquisitionne, il y a des perquisitions politiques. Là, tout le monde a réagi, Bardella a dénoncé le système, des trucs comme ça, tu vois. Mais de l'autre côté, vous avez un parti présenté comme anti-système et qui se soumet, qui se prostitue face au système. Donc, moi, si vous voulez, cette réflexion de dire Rémi, tu vois bien qu'ils font peur au système parce qu'ils sont perquisitionnés, je la rejette pas. Je peux pas dire, bah non, j'ai raison. Factuellement, c'est plutôt juste. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que dans la mesure
où le RN serait véritablement anti-système, foutu pour foutu, pourquoi ils se comportent comme des prostituées? À faire ce que je vous ai dit, à se soumettre comme ils le font. Foutu pour foutu, bon bah tu sais quoi, rouler jeunesse, on va tout faire pour faire tomber le système. De toute façon, ils veulent nous faire la peau. Donc t'as pas de raison de te soumettre si tu sais que de toute façon on va te pisser dessus, autrement formulé. Et c'est ça que je comprends pas dans la position du RN, c'est que ils s'habillent, ils s'entourent, ils se drapent des vêtements de l'antisystème, ils subissent des comportements que l'on peut clairement identifier comme des comportements réservés à des partis antisystème, mais pour autant, ils se soumettent. Donc c'est ça que je comprends pas, les amis, c'est ça que je comprends pas. Et à la limite, pour continuer à réfléchir là-dessus et tirer ce fil de réflexion, renversons la chose. Et si la soumission du RN au pouvoir, aujourd'hui macroniste, c'était justement dans l'idée de leur éviter des poursuites judiciaires parce qu'ils savent très bien qu'ils ont fait de la merde. On peut voir les choses comme ça. Et ça marche aussi pour la France insoumise, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Là, pour le coup, il y a eu 2 exemples aux 2 extrêmes, donc c'est parfait. Hein. On peut penser les choses comme ça. Plus le RN se prostitue auprès du système en place, plus le RN fait en sorte de s'éviter des poursuites parce qu'ils savent qu'ils sont poursuivables, si j'ose dire, qu'on peut les poursuivre en justice. Et c'est un peu là-dessus, si vous voulez, sur cette réflexion-là que je suis arrivé en préparant l'émission, les amis, de renverser la chose. Parce que sinon, je ne vois pas d'explication. Je vous avoue, sinon, je sais pas. Sinon, je sais pas. Je pourrais me contenter de vous dire ouais, c'est un scandale, il y a une perquisition, point. Ok, bon, oui, si vous voulez, mais ça mange pas de pain. Mais il y a quoi après comme réflexion? Cette perquisition, on la pense dans quel contexte? Et en fait, c'est ce que je comprends pas, ce que je vous ai dit, donc je radote, mais d'une main, le RN est perçu comme anti-système et subit des actes qui sont réservés aux partis anti-système, mais de l'autre main, il se prostitue. Donc, pour moi, la réflexion plausible, c'est de dire, le RN sait très bien qu'ils ont des affaires qui vont lui tomber sur le museau, donc ils font tout pour se prostituer et éviter ces affaires, au moins jusqu'en 2027. Après, s'ils prennent le pouvoir, bah, c'est eux qui gèrent les instances, donc ils se débrouilleront. Donc je sais pas. Je vous avoue que les amis, je sais pas. Je sais pas. Et puis après, bon, ça nous amène à une dernière question, mais pour le coup, celle-là, je trouve qui trouve une réponse peut-être plus évidente. C'est d'éviter les réactions que je trouve un petit peu idiotes, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, j'en vois plein depuis ce matin, et à l'époque, sur la France Insoumise, c'était pareil. Des gens qui se contentent de dire « il y a une perquisition, c'est grave ». Il y a une perquisition, c'est la preuve que le système tremble. Honnêtement, je trouve ça un peu débile. Je vais pas vous mentir, je trouve ça un petit peu débile comme raisonnement, c'est hâtif, il y a pas beaucoup de lucidité là-dedans, parce que il faut quand même rappeler qu'un pays a le droit de poursuivre des personnalités politiques. Et c'est la petite musique qui s'installe qui me fait peur, aussi bien France Insoumise que RN et Macronie. Parce que la Macronie a utilisé le même discours concernant les poursuites de la Cour de justice de la République sur les ministres aux manettes pour le Covid. Alors ça a abouti à un non-lieu, évidemment. Mais la Macronie a utilisé le même discours en disant « mais de quel droit la justice peut poursuivre des responsables politiques qui ont été aux manettes et qui ont fait ce qu'ils peuvent ?» LFI utilise la même musique, le RN utilise la même musique. Et là, par contre, on a un renversement sur lequel ils sont tous d'accord. Et qui me semble très effrayant, et qu'à mon avis, nous, en tant que peuple, on devrait vraiment éviter, parce que sinon on se fait baiser, et ça va dans leur intérêt, c'est de, petit à petit, nourrir l'idée qu'un système en place, quel qu'il soit, que ce soit la Macronie aujourd'hui ou je ne sais qui, n'ait pas le droit de poursuivre des personnalités politiques. Et de tout de suite dire, vous voyez, c'est un procès politique. Non, mais attendez, il y a aussi parfois vraiment des ordures. Attention, quand même. Quand le système politique poursuit Estrosi, Valls ou des gens comme ça, c'est qu'il y a matière. Donc c'est là où cette petite musique me fait peur, la réaction hâtive et auquel les médias mainstream comme alternative peuvent contribuer certains parfois, qui est de dire procès politique, scandale. Non mais attends, parfois il y a des motifs, parfois c'est sérieux, parfois il y a des abus, et parfois c'est scandaleux, on est d'accord. Mais par contre, c'est quoi cette petite musique qui, en plus, curieusement, profite à tous les partis au pouvoir? Quand la Macronie utilise cet argument, LFI utilise cet argument, le RN utilise cet argument, le but, c'est de dire on fait ce qu'on veut, et dès qu'on est poursuivi parce qu'on a fait factuellement de la merde, il y a des gens qui vont nous défendre en disant procès politique, ils n'ont rien fait.
je suis désolé, quelqu'un comme Estrosi, s'il se fait poursuivre par la justice, je vous assure que ça va pas m'empêcher de dormir. Je dirais, Estrosi, c'est plus des casseroles qu'il a, c'est une émission Top Chef. Donc, à un moment donné, c'est beaucoup, tu vois. Manuel Valls, c'est pareil. Qui va dire, c'est un scandale de poursuivre Manuel Valls, c'est un procès politique. Je veux dire, Manuel Valls, c'est le parrain sans les couilles. Donc, je veux dire, heureusement qu'il est poursuivi, si tu veux. Donc, cette histoire des perquisitions du RN, les amis, je voulais réagir avec vous proposer quelques réflexions. Là encore, vous en pensez ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de vous dire que j'ai pas de conclusion, parce qu'en fait, la perquisition a eu lieu hier. Donc, au fond, j'en sais rien de ce volet. Peut-être que c'est vraiment politique et qu'il n'y avait rien. Peut-être qu'il y a des trucs graves, je sais pas. Mais ce que je veux vous dire, et la réflexion, pour le coup, qui j'espère est pertinente, c'est d'alerter sur cette petite musique qui s'installe et qui a vocation à blanchir tous nos politiciens, indépendamment des histoires de parti. Donc c'est là où je pense qu'il faut être un petit peu prudent et de réussir à trier le bon grain de livret, comme on dit, et que parfois il y a des abus de justice. On pense à l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, évidemment, qui s'est fait offrir des trucs, il n'avait pas à le faire. On parle de 50 000 balles de costume, c'est quand même pas grand-chose par rapport à d'autres scandales. Et là, curieusement, la justice est allée très vite pour l'éloigner des présidentielles 2017. Alors que Alexis Collère, il a fallu 3 ans pour avoir un verdict. Même pas, d'ailleurs, on n'a toujours pas de verdict. Il a fallu 3 ans pour qu'il dégage de l'Élysée de son propre chef. Donc, c'est là où, si vous voulez, c'est ce que je vous dis, les amis. C'est pas l'un ou l'autre. Je dis juste que parfois, il faut être un petit peu prudent et que sur ces affaires judiciaires, pour moi, il y a 2 extrêmes qui sont dangereux. C'est de dire, ils sont tous coupables par nature, ce qui est complètement con, parce que parfois, il y a des injustices, parfois, il y a des manipulations politiques. Je pense que l'affaire Fillon en est une, par exemple, ou d'autres affaires. Et de l'autre côté, de dire, ils sont tous innocents, à chaque fois, c'est un procès politique. Il y a 2 extrêmes dans l'analyse qui, moi, me semblent flippants, parce que d'un côté, on condamnerait tout le monde en refusant l'idée qu'il puisse y avoir des procès politiques, et que la magistrature, si elle est nommée par le pouvoir en place, c'est quand même pas pour rien, notamment sur les hauts postes à responsabilité, qui ensuite, eux, nomment des magistrats, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, mais les très hauts postes à Paris et compagnie, ils sont nommés par le président, je suis désolé. Et à l'autre extrême, le fait de dire ils sont tous innocents par nature, et si vous dites le contraire, c'est un procès politique, ça va contribuer à blanchir toute la classe politique. Alors qu'il y en a certains où tu es à peu près sûr. Tu vois, si on me dit les Balkany, c'est un acharnement judiciaire, c'est un procès politique, faut se lever de bonne heure pour la sortir celle-là. Comme dit dans Kaamelott, faut avoir une paire de bollocks bien accrochés quand même. Donc c'est là, les amis, où si vous voulez, c'est la seule réflexion, j'espère pertinente, que j'en tire sur les perquisitions du RN. Le reste, on verra. Mais attention à ça, parce que plus les affaires se multiplient, et plus les partis sont tous d'accord pour dire on est innocent, procès politique. Donc méfiance, parce que parfois, ils ne sont pas poursuivis pour rien. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les copains. 17h51, je vais pas tardos, parce que faut que j'aille à la librairie. Et oui, il faut que j'achète des livres sur le Québec. Et j'en ai déjà un premier, regarde. Tac. Eh oui, parce que je vais au Québec, je me renseigne pour le Québec, évidemment. Et après, dans mon spectacle et les conférences, j'ai des références. Donc là, il faut que j'achète des livres sur le Québec. Il faut que j'aille à la librairie, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et demain, les copains. Alors là, je dis à tout le monde, TikTok, vous m'envoyez les cœurs, les subs de Twitch, tout ça. Demain, on va attaquer le Juste Bistrot, je pense, à 16h. Demain, on va attaquer très tôt. Parce qu'en plus, à 18h, je serai en direct sur Twitter dans un space. C'est la première fois que je fais ça, c'est un space. Ça va être un space chez le camarade de... Attends, bim bam poum, je veux pas dire de conneries, on l'a partagé. C'est le Space Agora. Space Agora avec l'ami le Parésiaste qui gère ça. Il y a tous les liens sur Twitter, je vous montrerai demain. Les amis, donc ça c'est à 18h. Donc demain on a Juste Bistrot, on va parler d'Omar Sy, donc soyez au rendez-vous, ça va chier des bulles carrées. À 18h interview. Donc demain Juste Bistrot à 16h, comme ça c'est fait, c'est réglé. Donc les amis, merci d'avoir été là, je vous embrasse, vous avez été au top du top, vous régalez les copains, vous êtes au top. On se retrouve demain plein badin, donc pour ce Juste Bistrot plus tôt, soyez là au rendez-vous. Et puis voilà, et puis après l'interview à 18h, c'est que du régal. Donc je vous embrasse les amis, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, c'est apéro, vous vous régalez. Et je vous dis à demain. Vive la rigolade et vive la France, allez.
like wine.